exactement, on va dire ça. Le déclic, ça a été de voir que c'était possible et quelqu'un le faisait, quelqu'un décidait de changer de travail. Si nous ne sommes ni dans les livres de sciences, ni dans les livres d'histoire, ni dans les galeries d'art, pensez-vous vraiment que nos filles et nos petites filles y seront ? L'invisibilisation des femmes mène à leur disparition dans bon nombre de domaines. C'est ce processus que nous avons évoqué dans le précédent épisode. Aujourd'hui, nous creusons le lien entre éducation, représentation et invisibilisation, avec une conséquence à la clé, le syndrome de l'imposteur. Mais écoutez plutôt. Une vie à soi. De l'invisibilisation à la lumière. Une campagne à Dozen. Épisode 2. La représentation genrée, une prison invisible. Les filles et les garçons à l'école adhèrent tout simplement aux stéréotypes de genre qui ont cours dans la société. Donc, ils répondent à ce qu'est être une fille, ce qu'on attend d'une fille, et être un garçon, ce qu'on attend d'être un garçon. Et c'est quelque chose qui est entretenu donc, et par les enseignants et enseignantes, encore une fois, dans les classes, et bien sûr par les parents dans la sphère familiale. Les enfants évoluent au milieu de tout cela sans s'en rendre compte. Notre société, elle est profondément inégalitaire entre les femmes et les hommes. Le masculin et le féminin sont différents et hiérarchisés et hiérarchisants. Et donc finalement, une de ces formes de cette hiérarchisation au détriment des femmes, c'est l'invisibilité de ces dernières. Et cette invisibilité touche tous les domaines jusqu'à modifier les réalités du passé. Prenons la préhistoire. Pendant très longtemps, pour les archéologues, il était évident que les outils, la peinture, le silex étaient dans les mains des hommes. Mais on ne pouvait pas prouver qui tient le silex. Et malgré ça, on disait comme ça allait de soi. Mais non, à un moment donné, j'ai dit non, ça ne va pas de soi. Il n'y a pas de preuve. Là, ils me disent, oui, mais toi, tu n'as pas la preuve que ce sont les femmes. Je dis, oui, mais vous n'avez pas la preuve que ce sont des hommes. Et pendant 150 ans, là, vous nous avez dit, ce sont les hommes qui font ci, les hommes qui font ça, et les femmes, elles vont à l'accueillir, elles s'occupent des mômes. Ça a été très amusant parce qu'on a eu des choses grâce à l'ADN. Pourquoi je vous dis ? Parce que malheureusement pour nous, les fossiles, les squelettes ne sont pas toujours bien conservés. Donc, vous ne pouvez pas toujours savoir si c'est un homme ou une femme. On avait décrété que là, c'était très robuste, donc c'était un homme. Là, c'était très, très mince, donc c'était une femme. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'il y avait des squelettes qui avaient été mis chez les hommes qui étaient des femmes. C'est pour ça que l'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon, vous voyez, c'est drôle. Et puis l'inverse aussi. L'inverse aussi, il y avait des ossements fragiles qu'on avait mis chez les femmes. Et là, je me suis rendu compte que c'était parce qu'il y avait aussi une démarche qui était due, qui est très ancienne, du milieu du 19e, qui était due au fait que la perception des comportements anciens avait été mis, on va dire, en scène, imaginé, parce que pour moi ça relève du mythe, par les préhistoriens, tous des hommes du 19e siècle. Donc ces hommes, ils ont en fin de compte calqué leur modèle sociétal, c'est-à-dire en fin de compte le patriarcat, sur ces comportements. Et qu'est-ce qui fait que dans le domaine de la science, cette invisibilisation est également présente ? Je crois que c'est la représentation mentale qu'on a depuis l'enfance de ce qu'est, si on parle de science, de ce que doit être un homme ou une femme. On dit d'ailleurs dans cet atelier sur les stéréotypes, on commence en disant « dessine-nous des scientifiques ». On ne dit pas « dessine-moi un scientifique » parce que là, on biaise le truc, des scientifiques. Et bien, la plupart du temps, on le fait à des collégiennes et à des lycéens. La plupart du temps, à peu près dans 80% des cas, c'est soit un homme tout seul, qui a sa blouse avec ses lunettes et tout ça, soit à la rigueur, deux hommes et une femme, où c'est rare que « dessine-moi des scientifiques », ça soit juste une femme. Mais alors, en cantonnant les femmes à ces représentations patriarcales, qu'est-ce que la société invisibilise ? La femme, tout simplement, le rôle de la femme, les capacités de la femme, ses compétences, le fait qu'elle puisse s'imposer et puis sa légitimité dans telle ou telle situation. Il y a une femme de Femmes et Sciences qui rappelait l'autre jour à propos du droit de vote des femmes, qui a quand même mis beaucoup de temps à être acquis. De toute façon, à quoi ça va servir de leur donner le droit de vote ? Elles vont voter comme leur mari. Mais je pense qu'on invisibilise la personnalité en elle-même et les capacités de la femme.
parce que, en fait, comment dire? On met de côté son intelligence, sa capacité à réfléchir, sa personnalité, ses qualités et tout, pour juste, lui donner, en fait, cette espèce, d'image, féminine et c'est tout. Il y a ri comme s'il y avait rien au-delà. Le poste au CNRS, j'ai un collègue qui m'a dit, «C'est bien parce que tu es une nana que tu l'as eu». C'est une fille qui m'a dit: «C'est parce que tu as couché avec les membres du jury». Alors comment faire pour permettre aux filles et aux femmes de se libérer du carcan des représentations genrées? Donc la première étape, c'est déjà de leur rendre confiance en elles, c'est déjà de leur proposer un éventail de possibilités. Dans la cour de l'école, elles peuvent aussi courir, dire des gros mots, se battre. C'est envisageable. Ce n'est pas mal parce qu'elles sont des filles, c'est envisageable. Et il me semble aussi qu'en tant qu'outil de transmission de valeurs, les manuels auraient fort à gagner à transmettre l'égalité, qui est, je le rappelle, une des valeurs de l'école républicaine. Donc, dans cet objectif-là, ils devraient faire attention aux représentations qu'ils véhiculent. Et on le voit bien, hein, le simple fait souvent de représenter dans la littérature de jeunesse un personnage féminin qui ne correspond pas aux archétypes, qui est aventureux, espiègle, qui a de la volonté, et un personnage masculin qui a des émotions, qui sait les nommer, qui sait quoi en faire, eh ben, c'est déjà, et c'est encore aujourd'hui, assez subversif. Ça me désespère de le dire, mais on en est malheureusement encore là. Donc je pense que tout ça mis bout à bout, parce qu'évidemment les enfants et les adolescentes et les adolescents, hein, ils sont bien sûr à l'école avec leurs manuels, mais voilà, ils lisent des livres, ils regardent des dessins animés, ils vont au cinéma, ils discutent avec leurs parents, ils discutent avec leurs enseignantes et leurs enseignants, et donc tout ça, si à un moment donné on leur offre pas une autre vision de la société que celle qui est la vision la plus courante, la vision dominante dans nos représentations aujourd'hui, voilà, on ne sortira pas de ce cercle vicieux. Nous, il y a une expression qu'on aime bien, mais on n'est pas les seuls, hein, au Centre Bertine Auclair, c'est ouvrir le champ des possibles. Dans ce deuxième épisode, nous avons pu démontrer comment l'invisibilisation des femmes découlait également de la représentation sociale que l'on se fait d'elles. Pour sortir du schéma préétabli, une des solutions proposées par nos intervenantes est d'ouvrir le champ des possibles. Et oui, parce que pour pouvoir faire, il faut déjà savoir que c'est possible, en toute légitimité. C'est justement cette notion de légitimité, ou pour être plus précis, ce sentiment de légitimité, qui nous intéresse et qui sera au cœur de notre troisième épisode, à retrouver lundi prochain. Il y a un sujet de légitimité, on peut appeler le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, en l'occurrence, ce qui fait que quand on est soumis, comme d'autres peuvent l'être, à ces formes d'injustice, à ces formes d'invisibilisation, on peut avoir moins tendance à réagir, à se battre et à exiger son dû dans ce type de situation. Une vie à soi. De l'invisibilisation à la lumière. Une campagne à 2N.